pour notre ami de France. Je suis un petit peu perdu parce que vous avez présenté plusieurs étapes et à la fin, je me dis en tant que américain, parce que je suis américain, ayant des biens immobiliers en France, d'après ce que vous avez dit, après la loi, le changement en 2015, donc maintenant on peut choisir la loi qui s'applique, c'est-à-dire que si exactement, ouais. Voilà, donc ça, sauf que vous avez compris que votre choix est très limité, vous avez un choix pour votre nationalité uniquement. Vous avez la double nationalité ou que la nationalité américaine? La double, oui. Voilà. Bah, vous êtes dans la situation, vous pouvez choisir la loi française ou la loi américaine. Donc dans le cas d'un bien immobilier en France, vous avez la possibilité d'exprimer un choix, de dire je souhaite que ce soit la loi américaine ou la loi de l'État, parce qu'en fait, la loi américaine, ça ne veut rien dire. Aux États-Unis, c'est rattaché à un État. Donc la loi de l'État de New York, par exemple, qui soit applicable au règlement de ma succession. Et à ce moment-là, cette loi-là sera applicable à l'immeuble qui est situé en France. Mais vous aviez dit aussi que la loi américaine reconnaissait l'application de la loi française. Alors, non. En matière d'immeuble, je parle. Donc c'est là où je suis un peu perdu. Oui, quand il n'y a pas de testament. Quand il n'y a pas de testament, d'accord. Ouais. Ok. Très bien, merci. N'oubliez pas, François pourra nous le confirmer, que ça s'applique uniquement en termes d'héritage et pas en termes de fiscalité, de droit de succession. Hein. Vous avez bien compris. Alors, une question de Facebook, anonyme. Comment s'assurer que ces enfants ne seront pas déshérités lorsqu'on réside aux États-Unis ? Il ne faut pas les déshériter soi-même. J'imagine ça se... Alors, si on a des enfants qu'on n'a pas de testament, les enfants, comme vous avez vu d'après le tableau, auront une part dépendante du nombre d'enfants. Mais si on veut s'assurer que ces enfants ne seront pas déshérités, je conseille qu'on fasse un testament, tout simplement. Comme ça, on définit les parts exactes qu'auront les enfants dans la succession. Je donne le micro. Merci. Donc, dans le cas d'une double nationalité française-américaine et où il y a déjà un trust américain d'établi, qu'est-ce qui se passe dans ce cas ? Est-ce qu'il y a également un choix s'il y a un trust qui a été établi aux États-Unis ? Eh bien, du point de vue français, vous serez considéré avoir fait un choix en ayant fait un trust, puisqu'on va considérer que vous avez souhaité soumettre le règlement de la succession à la loi américaine de l'État dans lequel vous avez fait le trust. Donc, dans ce cas-là, les biens immobiliers en France seront traités par la loi américaine ? Normalement, oui, mais en pratique, vous risquez de rencontrer quelques difficultés. C'est-à-dire ? Parce que, encore une fois, la France en fait ne reconnaît pas le trust. Enfin, elle le reconnaît pour ce qui est de le taxer, mais elle ne le reconnaît pas dans son exécution. Après, tout dépend de ce que vous avez prévu dans le trust. Mais le juriste français va essayer de trouver une équivalence, de trouver dans sa boîte à outils juridique l'élément en droit français qui va se rapprocher le plus de ce que vous avez constitué aux États-Unis pour l'appliquer sur les biens situés en France. Mais je parle que des biens immobiliers, oui, hein. Ça peut être imparfait parce que vous pouvez entrer dans le trust dans des subtilités que vous n'arriverez pas à reproduire sur des biens en France. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, malgré le trust, malgré la double nationalité, les biens immobiliers en France vont suivre la loi française. Non, je dis pas ça, je dis que... J'essaye de conclure. Non, c'est pas ça. C'est que l'exécution du trust sur les biens immobiliers en France ne sera pas optimale. Et alors, ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire qu'on va chercher à exécuter le trust en France, à trouver dans le droit français un équivalent de ce que vous avez constitué aux États-Unis. Par exemple, si dans le trust, il est prévu que le bien immobilier revienne à une personne pour l'occuper jusqu'à la fin de sa vie et que... Non, on va rester dans un scénario plutôt simple, c'est-à-dire que les biens sont donnés au conjoint survivant, si le conjoint n'est pas survivant, aux enfants, si on reste que dans un contexte simple comme ça. Bon, on va probablement en France l'analyser comme un testament et on va partir certainement sur une notion de legs. Voilà, ça peut être des legs résiduels, on va trouver un équivalent français pour arriver à la même chose. Donc,
Moi, je dirais dans ce cas-là, pourquoi ne pas, si vous avez l'intention de repartir en France avec un trust déjà en place, repenser la structure. Non, pas de repartir en France. Nous vivons aux États-Unis, on est résident aux États-Unis, mais on a des biens immobiliers, en France. Je crois que le cas est assez simple dans ce cas-là. C'est-à-dire ? Encore une fois, on va trouver un équivalent. Votre cas est assez simple, on n'aura aucune difficulté à trouver un équivalent en droit français de ce que vous avez orchestré aux États-Unis. On va le reproduire simplement dans un langage juridique français. Dans ce cas-là, est-ce qu'il n'est pas plus... Le bien qui, par exemple, si c'est le conjoint qui est survivant, oui. Le bien appartient au conjoint survivant en France. Oui. On est bien d'accord. On est d'accord. Est-ce qu'il n'est pas plus simple à ce moment-là de faire un testament en France pour le bien ou les biens en France? Oui, c'est aussi ce qu'on pense. Alors, en France, on a été marié en France et on a fait une donation au dernier survivant. Alors moi je vous invite à faire un testament en France parce que la donation entre époux c'est jamais idéal. Ça veut dire quoi, c'est jamais idéal? C'est pas respecté? Ça, sur le territoire français, ce sera respecté. Oui. Le problème de la donation entre époux, c'est que vous aurez beaucoup de mal à la faire exécuter dans un autre pays parce que elle sera pas reconnue. J'ai pas besoin de la faire exécuter dans un autre pays. Je la fais exécuter en France. Dans votre cas, je suis d'accord. Et pas besoin d'aller chercher les États-Unis pour faire une donation au dernier survivant. Non, bien sûr. Bon. Mais mais dans votre cas, je pense que peut-être pour simplifier les choses, ce serait de faire un testament en France qui reprendrait vos dispositions du trust américain. De façon à simplifier en réalité l'exécution de vos volontés au moment du décès. Ce sera beaucoup plus simple d'exécuter un testament français plutôt que d'exécuter un trust américain. Alors, si le trust n'inclut pas cette propriété en France, dans ce cas-là, on se limite à la loi française, terminé. C'est ça, exact. Okay. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tout en marchant, je suis français mais je réside aux États-Unis. J'ai reçu un immeuble en France par héritage en 2004. Je souhaite désormais vendre le bien. Vais-je payer des frais de succession? Alors, oui. Alors, le problème c'est qu'on n'a pas toutes les données là. Tout dépend du lien de parenté qu'il a avec la personne décédée. Mais les droits de succession, ils ne sont pas exigibles au moment de la vente. Ils sont exigibles dans les 6 mois ou dans l'année du décès. Donc, est-ce qu'il les a réglés? Est-ce qu'il va les régler? C'est pas la vente qui va générer les droits de succession. Bah oui, c'est le décès. Donc, j'ai pas assez d'éléments pour répondre précisément. Là. On parle d'indivision. Oui, enfin l'indivision. Mais oui. Moi, je voulais revenir sur. Il me semble avoir vu rapidement tout à l'heure. Alors, quand on est français, par exemple, qui a un décès aux États-Unis, l'époux, et avec des enfants, dans le cas avec des enfants, l'époux survivant reçoit $50,000. Et tout le reste est réparti aux enfants. Est-ce que j'ai bien lu? Et pourquoi $50,000? Je ne sais pas, c'est ce qui prévoit la loi. Mais donc c'est $50,000 qui reviennent à l'époux, sans doute pour faire face aux frais funéraires, etc. Et donc le reste est divisé 50-50 entre l'époux survivant et les enfants. Voilà. Ça veut dire 50 pour l'époux et 50 partagés entre les enfants ou... Non, l'époux survivant a droit à $50,000. Non, mais après les 50%, après c'est 50-50. Donc si on a une succession de $500,000, $50,000 reviennent à l'époux survivant et $450,000 sont divisés 50-50 entre les enfants et l'époux. Quand il n'y a pas de testament, hein. Mais quand il y a un testament, toutes les règles partent par la fenêtre. Merci. Vous avez choisi j'ai choisi la loi américaine pour la succession. Bon, les bénéficiaires, nous n'avons pas de descendants directs, donc seulement frères et sœurs et nièces et neveux. Ces bénéficiaires résident en France. À quel tarif sont-ils taxés donc, pour la succession? Mais quel genre de biens vous laissez en France? Américains et français. Mais si vous parlez de la partie américaine, vous êtes résidente aux États-Unis? Oui, mais leur partie, ils seront, admettons que $50,000 leur va en France
ils devront payer des droits de succession sur ces 50 000 $. Ça dépend sur quel type de biens vous avez. Si vous avez des biens, c'est-à-dire des comptes en banque, des biens mobiliers et immobiliers ici. Voilà. Donc, enfin, je parle pour la partie américaine, en tout cas. Donc, la loi américaine, la loi de l'État de New York prévoit, et la convention entre la France et les États-Unis prévoit que tout ce qui est financier, c'est-à-dire les comptes en banque, etc., seront sous la loi de l'État de New York. Donc, pas de droit de succession en France. Pour les biens immeubles, il y a des droits de succession payables en France. Oui, donc là, je comprends que les personnes que vous avez désignées sont des non-parents. Vous n'avez pas de lien de parenté avec eux. Comment ? Les personnes que vous avez désignées sont des personnes avec qui vous n'avez pas de lien de parenté. Si. Les parentés, oui. Neveux. Neveux. Ce sont des neveux. Ah, d'accord. Non, c'est neveux et nièces et mes neveux et nièces, par exemple. D'accord. Alors, vos neveux et nièces, 55%. Les droits de succession. Et les neveux, oui, mais très faible. Malgré que c'est de l'argent qui vient d'ici. Et les neveux et nièces de votre conjoint, enfin, si vous êtes la survivante, oui, c'est 60%. Et pas d'abattement. Alors, pas d'abattement pour les neveux qui ne sont pas des neveux de sang. Les vôtres, il y a un abattement, mais il est ridicule, ça doit être 5 000 et quelques euros. Mais l'argent venant d'ici est aussi taxé à 55%. Alors, quand vous dites l'argent, c'est-à-dire les comptes en banque en France les comptes en banque ici. Ici, c'est exonéré de droits de succession aux États-Unis jusqu'à hauteur de 11,4 millions fédérales et 5 millions de des poussières. Sur Internet, j'ai vu que c'était taxé, peu importe d'où ça venait, c'était taxé. Alors, pour répondre à votre question sur les comptes bancaires qui sont situés aux États-Unis, en vertu de la Convention fiscale franco-américaine, le fait que vous soyez domicilié aux États-Unis, ces comptes bancaires sont totalement exonérés de droits de succession en France. En France, ah bon ? Et puis aux États-Unis, l'abattement est très important, comme vous avez vu. Ok, d'accord. En réalité, c'est pas qu'ils soient exonérés, c'est qu'ils sont pas imposables. Ça revient. Enfin, pour être tout à fait exact. Bonsoir. J'ai une question générale du point de vue des héritiers. Oui. On est beaucoup à New York, expatriés. Les parents sont en France, mais pratiquement aucun des frères et sœurs n'est résident français, physiquement, fiscalement, ni européen. Quelles sont les stratégies, on va parler généralement, qu'on peut mettre en place pour nous, au moment où on hérite, de ne pas se faire matraquer par l'État français? Alors, vous parlez de biens mobiliers ou immobiliers qui sont situés en France. De toute façon, les biens immobiliers en France, quoi qu'il arrive, ils seront taxés. Vous n'avez pas de stratégie particulière, enfin, vous ne pourrez pas contourner l'imposition. Je crois que la stratégie, c'est de les vendre. Oui. La Convention fiscale franco-américaine, elle prévoit que de toute façon, chaque pays taxe les biens immobiliers qui sont situés sur son territoire. Alors aux États-Unis, les conditions sont beaucoup plus favorables, mais en France, la fiscalité est beaucoup plus lourde et vous ne pourrez pas échapper à l'impôt. Ce n'est pas le fait que les héritiers résident hors de France qui va diminuer la charge fiscale, pas du tout. Je n'ai peut-être pas suffisamment souligné dans ma présentation, mais entre époux, il y a une exonération totale aux États-Unis. Mais en France, et en France d'ailleurs, mais en sens inverse, ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, vous êtes français, non américain, vous résidez en France, vous avez des biens immobiliers aux États-Unis, il y a un abattement seulement, si vous êtes entre la France et les États-Unis, il y a une exonération qui correspond en fait à un pourcentage, le pourcentage que représente le bien aux États-Unis ou les biens aux États-Unis par rapport à la masse globale de la succession. Si par exemple vous avez une succession de 2 millions de dollars et que vous avez 200 000 dollars de biens immobiliers aux États-Unis, vous êtes résident français non américain, vous avez droit à 10% de l'abattement de l'exonération, c'est-à-dire donc de 1 400 000 dollars, et donc vous n'aurez pas de droit de succession à payer. Si vous dépassez cette somme, ça se complique. Et n'oubliez pas qu'entre époux, si l'époux survivant aux États-Unis n'est pas de nationalité américaine, vous êtes limité à l'abattement, l'exonération de 11,4 millions. Au-delà, il faut penser à d'autres solutions, notamment le Q.Dot Trust. Ça, c'est une autre question. Une question immigration, visa E2. Quelqu'un nous demande, j'ai un visa E2 actuellement, donc en cours. Est-ce que sa durée pourra être limitée? Non. C'est comme maintenant, oui. Le changement, s'il arrive, ne s'appliquera qu'au futur dossier. C'est pour l'avenir, pas pour le passé exactement.
Oui, dans le cadre de la vente d'un bien récent qui est justement la complication, c'est qu'apparemment la loi américaine et la loi française diffèrent sur l'appellation d'héritage et de donation-partage. J'ai reçu ce bien comme donation-partage qui vient d'être vendu, mais sur lequel je n'ai en France pas eu à payer puisque les droits avaient été acquittés par ma mère dans le cadre de la donation-partage qui avait été faite. La résultante, donc la somme perçue, que je vais obligatoirement être obligé de déclarer ici, apparemment ici, dans le cadre d'une donation-partage, c'est pas considéré comme un héritage. Et donc, je vais payer des capital gains comme si c'était un business et pas un héritage. Est-ce que en France, vous avez la même règle. Vous vendez un bien que vous avez reçu par donation-partage. Si c'est pas votre résidence principale, vous êtes éligible à l'impôt sur la plus-value. Quoi donc? Le bien que vous avez reçu par donation. Oui. En France, oui. Si ce bien que vous vendez n'est pas votre résidence principale, et que vous réalisez une plus-value, elle est imposable. Mais ma sœur, par exemple, qui elle est résidente en France, elle n'a rien eu à payer. Non, mais là je vous parle du point de vue français. Oui. Après, est-ce qu'il y a capital gain sur le plan américain? Moi, c'est sur le plan américain. S'il y a une plus-value, oui. S'il n'y a pas de plus-value, non, parce que c'est une donation. Une donation en France n'est pas taxable aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le donateur qui paye, c'est pas le récipiendaire. Merci Emmanuel. Bonsoir. J'ai malheureusement manqué ta présentation, Richard. Dans le droit, quelle est la différence principale entre faire un testament aux États-Unis et en France quand on n'est pas résident, quand on est résident américain mais pas citoyen américain? S'il te plaît. Il n'y a aucune différence au niveau du testament lui-même. Il y a une différence quant au traitement fiscal. Comme j'ai dit tout à l'heure, le problème c'est qu'il y a une exonération si, par exemple, tu es marié et que tu souhaites tout laisser à ton époux qui n'est pas de nationalité américaine. Ton époux aura droit à l'abattement qui est prévu pour tout le monde, d'exonération de 11,4 millions fédéral. Mais au-delà, contrairement à ce qui se passerait si l'époux survivant était de nationalité américaine, il y aura des droits de succession qui montent très rapidement en flash à payer sur le reliquat. Donc, dans l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, si vous avez une succession de 20 millions de dollars, un époux survivant non américain, dans ce cas-là, il y aura la partie taxable, sera tout ce qui dépasse 11,4 millions cette année. Ça va vite, très vite à 40%. C'est 40% au-delà d'1 million de dollars. Donc, c'est plus intéressant aux États-Unis qu'en France, finalement. C'est beaucoup plus intéressant au niveau de l'abattement, ça c'est sûr. Si vous êtes très très riche, oui, c'est toujours plus intéressant quand même. Merci. Pendant que vous réfléchissez, encore une question immigration pour Pierre. Le prix du visa va-t-il être modifié? Le prix, non. Non. C'est $205, oui. Okay. Ça, c'est non compris vos fees. MRV fee. Est-ce qu'on a encore des questions? Oui, bien sûr. On a encore 5 minutes. Concernant l'héritage de mes parents, de biens principalement bancaires et investissements, donc en cas de décès de mes parents, cet héritage va être traité entièrement en France. Est-ce qu'il y aura une déclaration à faire également aux États-Unis? Ou est-ce que tout se fait au niveau local de la France? Oui, enfin la réponse est oui, mais il n'y a pas de droit de succession à payer aux États-Unis. Il y a une déclaration à faire. Pour tout ce qui dépasse $100 000 dans l'année, vous devez faire une déclaration d'information. Il y a un formulaire spécifique. Ça, c'est pour les donations? Ça, c'est pour les donations ou les héritages. Tout ce qui est reçu de l'étranger doit être déclaré si ça dépasse $100 000. Donc c'est une déclaration, c'est une ligne à remplir sur la déclaration. C'est une déclaration fiscale. à faire, mais si vous ne la faites pas, là, on vous assomme. Donc il faut la faire. Est-ce qu'il y a un plafond? Si ça dépasse les 100 000, mais est-ce qu'il y a un plafond? Il y a un plancher. Il y a un plancher, mais il n'y a pas d'imposition sur ce montant-là. Donc en fait, les droits de succession seront réglés au niveau de la France, et il n'y a aucune répercussion aux États-Unis. Non. D'accord, merci. Parce que n'oubliez pas que ce ne sont pas les héritiers qui payent aux États-Unis, c'est la succession. Savez-vous quelle est la forme IRS pour cette déclaration?
Alors, c'est la 5. Le nom de la formulaire. Écoutez, je vous le trouverai. Je crois que c'est la 5920, mais 3520, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. J'avais raison quant au vin. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions encore? Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Ça, vous aurez tout de suite, dès qu'on aura fini, vous pouvez. Ils sont venus avec des cartons de cartes de visite. Ah bon, écoutez, donc pour conclure, comme vous voyez, c'est assez compliqué, on est allé vite. Nous, on passe toute notre vie professionnelle à régler ces questions-là, donc venez nous voir. Dans un premier temps, on pourra vous éclaircir. Je vous laisse avec une consigne, faites un testament, il vaut mieux. Parfois, un trust peut être indiqué pour les États-Unis simplement parce que avec le trust, vous ne passez pas par le tribunal des successions. Je peux vous dire, c'est un cauchemar. J'essaie de régler une succession d'une dame qui est morte en 2001, qui est toujours pas réglée. Ouais. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ah. Dernière question. J'arrive. Il faut le micro, sinon on ne vous entendra pas. J'ai raté la première partie, mais ma question n'est pas vraiment à propos de l'argent, mais plutôt à propos de qu'est-ce qui se passe si les deux parents morts et ils ont des enfants aux États-Unis qui sont pas des citoyens, qui n'ont pas la citoyenneté des États-Unis. Donc, si on est européen, on a deux enfants, on habite ici, on meurt ensemble pour raison X, qu'est-ce qui se passe à nos enfants? Alors, si vous deux, vous mourrez en même temps, c'est ça? Vous laissez les enfants? Alors, donc, tout d'abord, la Family Court intervient. C'est pas le domaine de la... Enfin, oui, en partie, le Surrogate Court, mais la Family Court va nommer un guardian ad litem tout de suite pour s'occuper des biens des enfants, des intérêts des enfants. Mais très vite, la famille, si vous avez une famille ailleurs, va intervenir. Sinon, quelqu'un est nommé par le tribunal pour s'occuper des enfants. Ça peut être des amis. C'est pour ça qu'il vaut mieux, en fait, prévoir dans son testament, bien que ce ne soit pas une chose absolument déterminante, mais néanmoins, vous pouvez prévoir dans votre testament qu'en cas de décès de vous deux, c'est X, Y, Z, vos parents, vos frères et sœurs, etc., qui s'occuperont des enfants. Merci beaucoup à tous. Merci de vos questions. Merci Emmanuel. Merci.